Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez immergé dans un jeu ? Ok, là vous vous demandez, mais où est-ce qu'il va le gonze là ? Let me cook 2 minutes. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur l'immersion dans un jeu. Les graphismes, l'ambiance, l'écriture de l'univers, la qualité des PNJ, la cohérence du monde, bref, genre le réalisme entre guillemets. Et qu'est-ce qu'un monde réaliste ? En tout cas un monde humain. C'est un monde où il y a plein d'activités différentes à faire, et pas juste des choses qui vous servent à quelque chose. Bien sûr, vous pouvez faire des recherches, crafter des trucs, explorer, remplir des quêtes, aider les gens, ou au contraire en tuer. Mais un des trucs que je préfère, c'est de pouvoir se poser quelque part et faire un mini-jeu. Et pas juste n'importe quel mini-jeu, un jeu crédible. Bon, je sens que vous me regardez avec des gros yeux là, non ? Mais c'est ça qui fait la cohérence de l'open world. Des jeux dans le jeu. L'avatar que vous contrôlez existe dans un monde humain. Et donc, il a lui aussi envie de jouer. Et donc, vous jouez quelqu'un qui joue lui-même un jeu. Bref, j'adore ce concept. C'est un peu un jeuception quoi. Mais c'est vrai que quand on dit mini-jeu dans le jeu vidéo, le thème est un peu trop global. Donc, on va essayer de resserrer un peu et de mettre quelques petites règles. Règle numéro 1, la gamification, ça compte pas. Vous connaissez tous les mini-jeux de pêche. Ils varient d'un jeu à l'autre. On gamifie juste l'action de pêcher. Un bon exemple, c'est Spiritfarer. Chaque action sur le bateau, cuisiner, créer certaines ressources, bref, chaque établi de votre bateau qui sert à créer une ressource a des règles de mini-jeu. Donc certains c'est juste à attendre et venir cueillir quand c'est prêt, et d'autres c'est appuyer au bon moment, réguler la température pour pas que ce soit trop chaud ou trop froid, bref, on gamifie des actions. Pareil pour les derniers Zelda en open world. Il y a quelques mini-jeux de ci de là, mais bon, dire tu vas voler le plus loin possible, ou prends cette boule de neige et fais-la tomber pour faire tomber toutes les quilles, ça rentre pas dans notre top. Moi je veux quelque chose que nous-mêmes on pourrait faire dans notre propre monde. Il faudrait que Link là il y ait une taverne et je sais pas, il sorte ses cartes, ses dés, ses rubis, bref, vous avez compris l'idée quoi. J'élimine aussi Catherine, par exemple, qui a un genre de borne d'arcade, mais c'est littéralement une reproduction du jeu de base, enfin de la mécanique de base du jeu, en mode entre guillemets jeu rétro, jeu arcade. Mais les mécaniques sont les mêmes, donc ça compte pas. Et pour donner un autre exemple, tout ce qui est Pokémon ou Blitz, donc soit le combat en tour par tour, soit le combat avec des cartes dans Blitz, pareil, on gamifie un peu le truc, c'est pas vraiment un mini-jeu, même si ça pourrait le devenir pour Blitz. Bref. Deuxième règle, pour que ce soit vraiment intéressant et un peu surprenant, faut pas que ce soit une reproduction d'un jeu qui existe déjà dans le monde réel. Par exemple, dans Red Dead Redemption 2, vous avez tout ce qui est poker, et bref, jeu du Far West. Bon bah ça, clairement, ça compte pas. Et pour la série des Yakuza, pareil, vous avez plein de jeux. Donc déjà, il y a de la gamification dans certains trucs, dans certaines activités, et sinon, il y a aussi tout ce qui est les jeux typiques du Japon. Mais ils créent rien, c'est la reproduction d'un truc qui existe déjà, en vrai. C'est cool, mais ça compte pas dans mon top. Et enfin, troisième règle, il faut pas que tout le jeu soit basé sur les mini-jeux. Parce que on parle d'un mini-jeu, et donc il faut que ça soit un jeu qui soit optionnel dans l'aventure globale, et dans un univers global d'un autre jeu. Bon bref, vous comprendrez un peu mieux peut-être quand on ira dans les vrais exemples avec le top, mais bref. Pour prendre 2 exemples sur cette règle-là, Mario Party, même si déjà il y a de la gamification, mais on pourrait imaginer que Mario Party pourrait l'être, mais non, parce que ce n'est que des mini-jeux qui s'enchaînent, ou Inscription, pareil, genre le système de cartes est novateur, il est vraiment génial, mais c'est le cœur du jeu. Et même si vous allez me dire, oui, mais dans le lore, dans l'univers, c'est vraiment un jeu de cartes, et donc on pourrait potentiellement l'avoir en vrai, oui, mais ça reste le cœur du jeu Inscription, donc je trouve ça pas intéressant. En tout cas pour ce top. Donc je rappelle, pas de gamification, pas de reproduction de jeu de réel, et le jeu entier ne doit pas être basé là-dessus. Ou en tout cas doit venir d'un univers plus grand, dans lequel ce jeu-là n'est pas si important que ça, et c'est juste un jeu dans l'univers global. Et encore une fois, là on va parler des mini-jeux dans les jeux, c'est pas un jugement sur la qualité de ces mêmes jeux dans lesquels ils sont issus, ou même de tous les jeux que j'ai cités avant, en exemple, en disant, ils rentrent pas dans ma catégorie. Il y a des jeux que j'ai cités qui sont vraiment très bons, et même la majorité. 2 rappels avant de se lancer aussi. Évidemment, je n'ai pas la connaissance absolue, et mon classement n'est pas objectif. Je peux pas tout connaître, donc forcément si vous avez des trucs qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore trop les mini-jeux dans le jeu, donc ça me fera plaisir de les découvrir. Et deuxième rappel, tous les mardis sur cette chaîne YouTube, il y a des lives avec blog du coup, vers 18h, 18h30 à peu près, jusqu'à 22, 23h, ça dépend. Donc si vous voulez discuter jeux vidéo, ou même un peu tous les sujets de la vie, n'hésitez pas. Avant c'était le jeudi sur Twitch, maintenant c'est le mardi sur YouTube, on teste, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Bon bah si vous êtes prêts, c'est parti pour mon top 5 des meilleurs jeux dans le jeu. Les jeux de taverne de Family Anniversary. Bon, déjà, Family Anniversary, jeu que j'adore. Une aventure épique, où vous allez pouvoir définir le héros que vous voulez devenir. Est-ce que vous voulez devenir un héros lumineux, qui fait le bien et que les gens acclament, ou au contraire, vous hisser en haut de la hiérarchie des héros, vaincre le mal peut-être, mais en devenir une incarnation. Le sol pourrira sous vos pieds, et les gens crieront de peur en voyant. Bref, jeu génialissime, on en reparlera un jour.
Donc évidemment, vous pouvez faire le jeu et l'aventure classique sans vous arrêter dans les tavernes, mais vous pouvez aussi aller dans les tavernes et faire les mini-jeux. Bon, il n'y a pas qu'un seul, il y a notamment un jeu de mémoire qui est un peu important dans le jeu, et vous allez être obligé d'en faire un, il y en a quelques-uns d'autres à faire en secondaire. Et sinon, vous avez un genre de pouce-pièce, je sais pas trop comment ça s'appelait. En gros, vous êtes posé sur une table avec plein d'obstacles autour de vous, et vous devez donner des coups de pichenette dans une pièce, jusqu'à la fin arriver à sa destination. C'est un genre de mini-golf du coup, mais avec une pièce sur une table de taverne. C'est pas révolutionnaire, mais c'est sympa. Et il me semble que sur Xbox, vous aviez aussi accès à un jeu qui regroupe tous les mini-jeux de taverne de la série des Fables. Il me semble, mais j'ai jamais touché. Donc, je ne parle que de ce que je connais. Numéro 4, Hearthstone, dans l'univers de World of Warcraft. Bon, déjà là, vous pouvez me dire, mais tu ne suis pas tes règles, le jeu entier est basé sur le jeu de cartes. Oui, mais il est tiré de l'univers de World of Warcraft. Et vous pouvez vous balader dans le MMO World of Warcraft et tomber sur des tables de jeu. Bon, il me semble aussi qu'il doit y avoir des tables sur une map d'Overwatch, mais je suis pas sûr. Mais tout ça pour dire que le jeu existe dans le lore en tant que jeu dans World of Warcraft. Je lui ai fait perdre pas mal de place dans mon classement justement parce que il triche un peu quoi. Mais du coup là c'est très simple, vous choisissez un héros qui a un pouvoir spécifique, vous prenez un deck de cartes que vous avez construit au préalable, et c'est un peu comme tous les autres jeux de cartes, c'est-à-dire que en fonction du héros que vous choisissez, vous avez un deck qui est orienté, et il y a des cartes qui sont réservées pour certains decks. Et après c'est assez basique, vous posez des cartes, ça peut être des monstres, ça peut être des sorts, et le but c'est de faire tomber la vie de l'adversaire à 0. Tout simple. Numéro 3, le sabak, dans l'univers de Star Wars évidemment. Bon du coup je vais prendre l'exemple le plus récent dans lequel on peut jouer au sabak dans les jeux, avec Star Wars Outlaws, c'est le dernier jeu d'Ubisoft, vous en avez peut-être entendu parler. Pour résumer, c'est un peu la formule Ubisoft, mais sans le côté à outrance qu'il y avait avant, en mode vous débloquez un endroit et vous débloquez 1 million de quêtes sur votre carte. Là c'est plus un tel qui va vous donner telle quête, et un autre tel qui va vous donner telle quête, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous met au contrôle, non pas d'un Jedi, mais d'une contrebandière un peu à la Han Solo. Et donc vous devez toujours gérer un équilibre pour 4 factions je crois différentes. Donc un peu les 4 factions du crime on va dire. Et même si vous démarrez une quête pour une des factions, ça se trouve il y a une autre faction à la fin où vous pouvez trahir celle pour qui vous faisiez la quête à la base pour finalement monter votre réputation avec une autre faction. Donc c'est plutôt impossible d'être en vraiment très bon terme dans toutes les factions. Mais du coup je trouve que ça retranscrit bien un peu ce côté contrebandier et ce qu'on pouvait voir avec Han Solo dans les films Star Wars. En mode les factions ont besoin des contrebandiers, mais en même temps ils savent qu'ils peuvent pas trop leur faire confiance parce que c'est quand même des truands à la base. Et du coup c'est difficile de les étiqueter. Ils seront jamais complètement de votre côté, même s'ils vous ont sympathie. Bref, allez voir le jeu si ça vous intéresse. Nous là on va parler du sabak. En vrai, c'est un peu facile, puisque dans l'univers de Star Wars existe le sabak, on l'a vu dans certains films apparaître, donc c'est juste une retranscription d'un truc déjà créé par quelqu'un d'autre. Mais bon, quand même. En gros, vous avez 2 cartes en main, et le but c'est d'avoir la meilleure paire. En sachant que plus la paire est forte, plus le chiffre est petit. Donc vous pouvez avoir 2-1 par exemple, ce qui est le mieux, mais vous pouvez aussi avoir 1-1 et une carte pour lancer un dé, et si vous faites un 1, c'est comme si vous aviez 2-1. Et à tour de rôle, vous pouvez piocher une carte pour remplacer une de vos 2 cartes, puisqu'elles viennent de 2 decks différents. Et vous avez à chaque fois une pioche où vous ne savez pas ce qui va arriver, et la défausse, qui est ce que les autres joueurs ont pu échanger par exemple quand ils ont pioché une carte, puisque vous ne pouvez avoir que 2 cartes en main. Et à chaque fois que vous voulez piocher, vous devez miser un peu plus. En vrai, ça paraît un peu con dit comme ça, mais ça marche étrangement bien. Et encore une fois, comme tous les jeux de la liste, ça donne juste envie de se poser quelque part et de ne faire que ça pendant des heures. Numéro 2, le Gwent, dans The Witcher 3. Bon, le Gwent, pareil, c'est un peu une exception, puisqu'il a connu son adaptation en jeu en lui-même, mais il existe quand même à la base dans les jeux The Witcher. Bon, si vous connaissez vraiment pas, The Witcher c'est quoi ? En gros, vous jouez un sorceleur, un genre de surhumain modifié, qui remplit souvent des contrats pour tuer des monstres. À la fois, ils sont craints, puisqu'ils sont plus vraiment très humains, mais en même temps, face aux monstres, il y a que eux qui peuvent vraiment faire le poids. Donc ils ont plus ou moins bonne réputation. Mais entre 2 missions de chasse de monstres, ou si vous avez décidé d'épargner des monstres, parce que des fois, certains sorceleurs peuvent être engagés pour tuer un monstre, et finalement se rendre compte que le problème n'est pas le monstre, mais d'autres facteurs, qui sont quand même de l'empathie. Enfin, ça dépend des écoles. Mais bref, vous pouvez vous poser à une table et jouer au Gwent. En gros, vous piochez une grande quantité de cartes, et votre but, ça va être de faire plusieurs rounds, je crois que c'est 3, avec ces cartes. Vous les posez, et vous faites plus ou moins de dégâts à votre adversaire, lui fait de même, et le but, c'est de remporter 2 manches sur 3. Donc il y a une vraie question tactique. Est-ce que j'arrête d'enchérir sur ce round-là, parce que je sais qu'il est perdu d'avance ? Et comme ça, c'est juste l'adversaire qui va perdre beaucoup de cartes, et moi je vais économiser le plus possible pour les 2 autres rounds. Bref, c'est vraiment cool. Et c'est pas pour rien d'ailleurs ils ont décidé de sortir le Gwent en tant qu'extension, enfin en tant que jeu complet, puisque y a des gens qui voulaient jouer qu'à ça quoi. Mais bon, il dispose quand même de son jeu complet, donc je lui ai fait perdre la première place. C'est un peu une excuse, ça m'aide à choisir. Numéro 1, les osselets dans Cult of the Lamb. Cult of the Lamb, jeu trop bien. Vous incarnez un petit agneau tout mignon. Enfin mignon mais avec une épée quand même, hein. Et vous allez devoir, la moitié du temps, gérer votre culte, vos adeptes, leur créer un vrai lieu de vie, les nourrir, prendre soin d'eux, tout ça. Et d'un autre côté, partir à l'aventure, un peu dans des donjons un peu style Isaac,
pour détrôner les dieux qui ont voulu vous buter. Mais il y a une petite cabane de l'ancien porteur de la couronne que vous portez actuellement, qui vous donne vos pouvoirs, qui est un peu à la retraite du coup, vu que c'est vous qui portez la couronne. Et chez lui, vous pouvez jouer aux osselets. À force d'explorer les biomes, vous allez aussi découvrir d'autres PNJ que vous allez pouvoir ramener dans la cabane. Donc vous aurez plusieurs adversaires si vous voulez. Mais du coup, les osselets, c'est quoi? Vous lancez un dé et vous devez le poser sur une de vos 3 colonnes. En gros, ça va être un genre de triple duel. L'addition des chiffres de chacune de vos colonnes doit être supérieure à chacune des colonnes adverses. Et donc encore une fois, comme le Gwent, des fois vous pouvez vous permettre de gâcher une colonne entre guillemets à partir du moment où vous savez qu'elle bloque celle adverse ou vous avez déjà gagné sur celle adverse. Petite particularité cependant, si vous posez une valeur de dé qui est égale à un autre dé en face, vous supprimez les dés de l'adversaire. Si vous avez fait un 4 et que vous le posez face à des 4, les 4 en face disparaissent. Et autre petite particularité aussi, donc les valeurs classiques de dés s'additionnent, mais elles se multiplient si elles sont identiques. Donc parfois, une colonne avec 2 est plus forte que si vous aviez fait 1, 2, 3. Bref, c'est plus dur que ça en a l'air, mais c'est vraiment bien. Et plutôt addictif. Enfin bref, voilà, j'espère que ce petit top 5 des meilleurs mini-jeux dans les jeux vous aura plu, et vous aura peut-être donné envie d'aller les essayer. Et moi sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, et tous les mardis sur cette chaîne pour un live YouTube. Et n'oubliez pas du coup évidemment like, commentaire, partage. Salut.